Et bienvenue dans notre face-à-face. Nous allons nous intéresser ce soir à la Turquie qui, je vous le disais, est en proie à une flambée de violence. Un véhicule et un poste de police, un hélicoptère de l'armée, le consulat des États-Unis. La Turquie a été le théâtre de 4 attaques aujourd'hui, 2 à Istanbul, 2 dans le sud-est du pays. Des attaques qui surviennent alors que la campagne de bombardement de l'armée contre les rebelles kurdes du PKK continue. Alors qui est derrière ces attaques? Quelles conséquences cette flambée de violence aura-t-elle politiquement pour la Turquie? On en parle avec nos 2 invités, le général Dominique Trinquant, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies. Et puis Marc Semo, bonsoir. Merci à vous aussi d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef du service étranger au journal Libération. Vous avez écrit un livre sur la Turquie, La révolution du Bosphore. Merci à vous d'être avec nous. Alors parlons d'abord, Marc Semo, peut-être de cette attaque contre le consulat des États-Unis à Istanbul. 2 individus, dont une femme, ont ouvert le feu sur ce bâtiment pourtant très protégé de la capitale économique de la Turquie. L'attaque a été revendiquée par un groupe d'extrême gauche, le Front révolutionnaire de libération du peuple. Qui est ce groupe? C'est un tout petit groupe d'extrême gauche, ultra-marxiste-léniniste, mais qui existe, qui sévit, qui mène de temps à autre des opérations. Ils avaient mené une opération suicide il y a 1 an contre l'ambassade américaine à Ankara, mais toujours loin à l'extérieur, parce qu'ils n'ont pas une grande capacité opérationnelle. Là, c'était quelques coups de feu qui ont été tirés, c'était spectaculaire, mais ce n'était pas grand-chose. Ce qui est important, ce sont plutôt les autres attaques, qui ont coûté la vie exactement à 5 policiers et 1 militaire, et qui sont un espèce d'avertissement. C'est-à-dire, jusqu'ici, dans la situation, donc depuis que la Turquie a lancé sa guerre contre le terrorisme, le 24 juillet, d'un côté contre l'État islamique, où ils n'ont pas fait grand-chose jusqu'ici, juste des frappes le premier jour, et de l'autre, le PKK, la guérilla kurde a commencé à répondre. Mais jusqu'ici, ils sont restés relativement contrôlés. C'est-à-dire, ils disent, nous sommes dans l'autodéfense, dans la légitime défense, nous n'avons pas encore commencé la guerre. Et c'est un avertissement. C'est-à-dire, pour le moment, c'était des opérations spectaculaires, mais qui visaient, entre guillemets, dans leur rhétorique à eux, des cibles militaires, des policiers, des soldats. C'est-à-dire, on n'est pas encore rentré dans quelque chose qui pourrait devenir bien pire, c'est-à-dire des attentats plus spectaculaires, plus massifs, qui risqueraient là de créer une situation incontrôlable. Même le parti kurde légal, le HDP, le Parti démocratique du peuple, qui est un peu la vitrine politique du PKK, mais aussi un parti de gauche plus large, jusqu'ici, par exemple, n'a pas appelé à des manifestations de rue, parce qu'il craint de ne pas... Que ça s'enflamme. Que ça s'enflamme, de ne pas les contrôler. Donc chacun, pour le moment, est parfaitement conscient que si la guerre civile commence, ça serait le chaos, et pour le moment, chacun... montre sa force, montre ce qu'il pourrait faire, mais on évite la chose qui deviendrait incontrôlable. Dominique Trinquant, le PKK n'a pas revendiqué ces dernières attaques, mais il est clairement montré du doigt par les autorités. Il ne faut pas oublier tout de même le groupe État islamique, dont Marc Semo vient de parler également, parce que la Turquie s'est clairement engagée contre la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Hier, d'ailleurs, les États-Unis ont déployé leur premier F-16 sur une base militaire de la Turquie. Oui, clairement, je ne le dirais pas. Je dirais que la Turquie a choisi le prétexte de Daesh pour ouvrir un front intérieur contre le PKK. Elle a ouvert la boîte de Pandore. C'est extrêmement dangereux. Toutes les conséquences viennent d'être évoquées. Je rappelle qu'il y a 1 an que la coalition est en place. Et au bout d'1 an, la Turquie, enfin, alléluia, ouvre une base aux Américains, qui est une base de l'OTAN au passage, qui pouvait être ouverte depuis longtemps. Lorsqu'il y a eu l'affaire de Kobané, on se souvient des tractations pour simplement laisser passer des peshmergas pour aller s'occuper de Kobané. Donc j'ai été frappé lorsque l'annonce a été faite de l'ouverture des bases et du fait que activement la Turquie allait rejoindre la coalition. Le porte-parole de la Maison-Blanche, qui était à ce moment-là au Kenya, a commencé sa déclaration par affirmer que le PKK était toujours un parti terroriste. Il n'a pas parlé de Daesh, il a parlé d'abord du PKK. Et donc je pense que c'est un prétexte pour combattre les... Oui, parce qu'aujourd'hui, clairement, Daesh n'est pas attaqué du tout, quasiment pas, par la Turquie. Oui, il y aurait beaucoup plus de frappes contre les Kurdes que contre l'organisation de l'État islamique. C'est pas il y aurait, c'est un fait. Il y a eu des frappes le premier jour contre l'État islamique, très limitées. Alors ensuite, je pense que c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire, pour les Turcs, les deux sont dangereux. Alors, le problème, c'est l'ordre de priorité. Mais justement, on a l'impression que l'ordre de priorité, là, c'est plus les Kurdes que l'organisation de l'État islamique. Parce que, d'abord, ils avaient beaucoup plus de renseignements sur les Kurdes. Ils veulent
ils veulent frapper les Kurdes dans une phase qui va rester comme assez limitée dans le temps, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer longtemps ça. Les Kurdes sont sur le terrain, y compris le PKK, bien que classés organisations terroristes par Washington comme par l'Union européenne, ceux qui combattent au sol les djihadistes. Donc la Turquie peut difficilement à la fois bombarder les Kurdes, qui sont en même temps ceux qui sont soutenus par l'aviation américaine dans leur lutte sur le terrain contre l'État islamique. Donc ils savent que ça ne pourra pas durer. Donc ils veulent faire le maximum de choses très vite, mais à plus long terme. Leur objectif, c'est quand même l'État islamique. Pour les Turcs qui sont à fond contre Bachar el-Assad, comme les Français, considèrent, comme les Français, que l'État islamique est objectivement complice de Bachar el-Assad. Donc pour eux, leur objectif, et c'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas ouvert leur base jusqu'ici, c'est qu'ils veulent obtenir, ils l'ont obtenu, l'accord des Américains pour la création d'une zone de sécurité. En 2 mots. Alors justement, voilà, cette zone de sécurité au nord de la Syrie, vous avez une carte, on va voir une carte de cette zone de sécurité. 100 km de long le long de la frontière. 30 à 40 km de profondeur. Ça ne va pas jusqu'à Alep, parce que les Américains ne voulaient pas, ça serait une guerre ouverte contre le régime, mais de fait, ça désenclave Alep. Et donc, c'est créer un endroit qui serait un peu le pilier à la fois faire revenir des réfugiés, la vitrine d'une Syrie libre, et en même temps, parce que les Turcs ont quand même 2 fers au feu, ça coupe en 2 le territoire kurde. Voilà, on est bien d'accord qu'avec cette zone de sécurité... On en revient toujours à un problème de priorité. Sauf que dans cette zone, c'était des Arabes et des Turkmènes, c'était pas des Kurdes. Alors le général je pense que dans les priorités turques, très clairement, je partage pas, même si les choses sont compliquées, comme vous le soulignez, pas tout à fait votre point de vue, les priorités sont simples. C'est le PKK, c'est Bachar el-Assad et Daesh éventuellement. Et je rappelle que dans les combattants de Daesh, il y a beaucoup de gens qui passent par la Turquie, voire qui viennent de la Turquie. Oui, il y a donc je crois que là, il y a vraiment un ordre de priorité. Premier point. Deuxième point, il y a une chronologie. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas de gouvernement en Turquie. Ou du moins, il gère les affaires courantes. Donc le problème, ce sont les élections qui viennent. Et donc dans ces priorités-là, le PKK est très important. Dernier point. La zone de sécurité, comme vous l'avez souligné, est un formidable glaive sur la tête des Peshmerga, qui n'en veulent pas. Parce qu'évidemment, ça va autoriser la Turquie à intervenir sur des zones sur lesquelles, pour l'instant, ils interviennent. Et je rappelle également que les Turcs font comme la coalition, c'est-à-dire qu'ils interviennent avec des avions, pas au sol, et que les seuls qui interviennent au sol, donc les seuls qui sont capables de gagner aujourd'hui, ce sont les chiites au sud et ce sont les Kurdes pour l'instant. J'ai envie de revenir justement sur les conséquences politiques de toutes ces violences. Et vous le disiez, général Trinquant, à l'instant. On est toujours sans gouvernement actuellement en Turquie. Ils essaient de former un gouvernement de coalition. Pour l'instant, l'AKP n'a pas l'air de trop réussir. Est-ce que vraiment le gouvernement actuel veut créer un nouveau gouvernement de coalition, ou il veut justement qu'il n'y en ait pas d'ici la date limite du 30 août? C'est très compliqué. Parce que ça dépend fondamentalement des sondages. C'est-à-dire, pour Erdogan, donc juste rappeler, Erdogan a été élu l'année dernière, en août dernier, président pour la première fois au suffrage universel, avec 50% dès le premier tour, 50 et quelques %, ce qui est belle performance. Donc, mais lors des législatives... Voilà, il a une légitimité énorme. Et lui, il voulait avoir une république présidentielle. Il a mené la campagne sur les législatives pour ça, ça a raté. Non seulement ils n'ont pas eu la majorité des 2 tiers, l'AKP, le parti qui est au pouvoir depuis 2002, pour changer la Constitution, mais ils n'ont même pas la majorité tout court. Donc, il est obligé de trouver une coalition. Ensuite, il y a 2 options pour lui. Ou faire de nouvelles élections très vite, parce que la constitution turque oblige, s'il n'y a pas une coalition d'ici le 30 août, à refaire de nouvelles élections. Alors, ça peut être gagnant, à condition que l'AKP obtienne non plus 40% des voix comme il l'avait obtenu, mais la majorité absolue. Mais 44-45 qui lui donnerait une majorité. Et surtout, le plus important, c'est que le parti kurde, qui pour la première fois s'était présenté sous son propre drapeau, le HDP, avait réussi à franchir le seuil minimum des 10% des voix, avec 13% et avec 80 députés. S'il est en dessous de 10% des voix, il n'a plus de députés. Donc toute l'idée, c'est que dans le climat actuel, de quasi-guerre civile, où il y a quand même un réflexe de légitimité autour d'un président élu dès le premier tour, qu'en cas de nouvelles élections, le HDP ne franchisse pas la barre, et à partir de là, l'AKP
est le roi du pétrole, il a sa majorité. Le problème, c'est que là-dessus, en termes d'opinion publique, les sondages sont très contradictoires. Certains donnent l'AKP à 44, 45% et le HDP à 10%, voire même en dessous. D'autres sondages donnent exactement le contraire. Parce que dans cette situation, le HDP a quand même joué intelligemment. Toute la stratégie du pouvoir était de l'aligner sur le PKK. C'était à l'origine. Et lui a pris un peu de Et lui de a pris recul. du champ en disant nous sommes le parti de la paix, cette guerre n'est pas la nôtre, etc. Et ça marche. Dominique Oui, Trinquant. je crois que c'est vraiment le va-tout que joue le président Erdogan en essayant de cette radicalisation peut pousser effectivement un certain nombre d'électeurs à s'éloigner des Kurdes de façon à miser sur l'ordre incarné dans la personne du président. Maintenant, il a également non seulement bombardé un certain nombre de positions kurdes, mais lancé des attaques judiciaires contre un parti officiellement reconnu. Et là, la ficelle est un peu grosse quand même. Pour les... Oui, des enquêtes judiciaires ont Exactement. été La lancées ficelle est un peu contre grosse. Le Donc, président et le coprésident du HDP. moi, j'ai le sentiment vraiment qu'il joue un va-tout et que ce va-tout, eh bien, nous en verrons le résultat dans quelques semaines. Juste une dernière question. Le HDP, dans cette situation, il est un peu entre le marteau et l'enclume, si je peux dire, parce que totalement entre le marteau et il a l'enclume. son électorat de gauche, mais il a aussi son électorat kurde. Absolument. Le HDP est entre le marteau Donc, et l'enclume. qu'est-ce qu'il fait en ce moment, là, le HDP en Turquie? Justement, il se positionne comme le parti de la paix. Cette guerre n'est pas la nôtre. D'accord. Parce que justement, ce que lui demande le gouvernement, c'est de dire désavouer le PKK. Alors en même temps, son jeune leader, c'est Lahattin Demirtas, qui est un des espoirs de la politique turque. Donc ce jeune leader kurde est très habile. Parce qu'il a en même temps dit un État a le droit de se défendre, il faut que le PKK arrête l'escalade de la violence, donc c'est habile, mais en même temps, il critique la fuite en avant. Il dit cette guerre n'est pas une guerre pour la patrie, c'est une guerre pour sauver le palais et le pouvoir d'Erdogan. Et ça marche. Merci à vous d'avoir participé à notre face-à-face. Merci à tous les deux. Merci à vous de votre fidélité. Restez avec nous, on fait une courte pause et puis on se retrouve pour le journal. À tout de suite.